La douce mélodie du quatuor de jazz s'évanouit, remplacée par le claquement sec et hideux d'une main frappant la chair qui résonna dans l'élégante salle de bal. Une douleur brûlante et cuisante explosa sur ma joue. Je chancelai en arrière, trébuchant sur mes propres pieds, ma tête heurtant le coin tranchant d'une table à manger alors que je m'écrasais sur le sol de marbre froid. Au milieu des halètements choqués de mes collègues et des regards satisfaits et méprisants de la famille de mon mari, la voix de ma belle-mère, Sharon, fendit l'air. Ce n'était pas une voix d'inquiétude, mais une voix d'un délice glacial et venimeux. Quelqu'un devait lui remettre les idées en place. Donne-lui-en un autre, Kevin. À quoi bon une femme qui agit comme si elle était meilleure que son propre mari? Peu importe le succès que tu penses avoir, Grace, à la maison, tu n'es que la femme. Et ce soir, même Dieu ne peut pas te sauver. Au plus profond de ma douleur et de mon humiliation, je tâtonnais pour trouver mon téléphone, mes doigts composant un numéro familier alors que je murmurais à travers un torrent de larmes, « Ethan, s'il te plaît, sauve-moi. » Dieu ne m'a pas sauvé cette nuit-là, mais mon frère l'a fait. Et dire que tout ce cauchemar avait commencé à peine 30 minutes plus tôt, dans ce que je croyais être le moment le plus heureux de ma vie. Ce soir-là, dans l'opulente Starlight Room surplombant l'étendue scintillante de Chicago, je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. Je m'appelle Grace Anderson et, vêtue d'une superbe robe en soie émeraude que mon mari, Kevin, avait choisie pour moi, j'étais assise entourée de félicitations jubilatoires. Cette fête était pour moi. Après cette année acharnée à dévouer ma vie à ma carrière, j'avais enfin été promue vice-présidente du développement de projets dans l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. J'ai regardé Kevin, mes beaux-parents, mes belles-sœurs souriantes, et j'ai vraiment cru que ma réussite faisait leur fierté. Je pensais que 7 ans passés à être une belle fille patiente, 7 ans à être une épouse dévouée m'avaient enfin valu leur acceptation. J'avais tellement tort. C'était un calcul fatal. La célébration battait son plein quand mon PDG, un homme d'âge mûr et bienveillant qui avait toujours été mon mentor, se leva pour lever son verre. « Si je pouvais avoir votre attention un instant », commença-t-il d'une voix chaleureuse. « Je suis vraiment ravi et immensément fier d'avoir une employée aussi exceptionnelle que Grace Anderson. Elle est non seulement brillante et talentueuse, mais possède une volonté de fer. » Il se tourna vers Kevin, lui tapotant chaleureusement l'épaule. « Kevin, mon ami, tu es un homme chanceux d'avoir un diamant comme celui-ci pour femme. Tu as intérêt à t'accrocher. » La salle éclata en applaudissements. Je rayonnais, me tournant vers mon mari, prête à le remercier pour son soutien indéfectible. Mais quand mes yeux rencontrèrent les siens, le sourire sur mon visage se figea. Je ne vis aucune fierté dans son regard. Au lieu de cela, je vis un ressentiment profond et bouillonnant. Une flamme toxique de jalousie et d'ego blessé brûlait dans ses yeux. Il serrait son verre de whisky si fort que ses articulations étaient blanches. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisai qu'il avait bu abondamment depuis notre arrivée. Juste après, je vis sa mère, Sharon, se pencher de près et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je vis son sourire suffisant et condescendant, et la façon dont elle lança ses yeux dans ma direction. Je savais que ce n'était rien de bon. Après avoir fini, elle tapota le dos de la main de son fils, un geste qui n'était pas destiné à apaiser, mais à inciter, à verser de l'essence sur le feu. Immédiatement, Kevin se leva d'un bond, vacillant légèrement alors qu'il se dirigeait vers moi. L'odeur d'alcool cher m'envahit le visage. Tellement doué, n'est-ce pas? Tellement sacrement doué, grogna-t-il, la voix assez forte pour faire taire les tables voisines et faire tourner les têtes. Tu es la grande patronne maintenant. Tu es au sommet du monde. Et moi, qu'est-ce que je suis? Ce mari qui est le tien? Je ne suis probablement rien à tes yeux, n'est-ce pas? Kevin, de quoi parles-tu, murmurai-je, stupéfaite, essayant de lui prendre le bras. Tout le monde regarde. Tu es ivre. S'il te plaît, assieds-toi. Ivre? Il écarta violemment ma main, sa voix devenant plus forte, plus agressive. Je suis peut-être ivre, mais je n'ai jamais été aussi lucide. J'en ai assez de vivre dans l'ombre de ma femme. Partout où je vais, tout ce que j'entends, c'est « ta femme réussit mieux que toi. Ta femme gagne plus d'argent que toi. » As-tu la moindre idée d'à quel point c'est humiliant? Tout le restaurant était maintenant d'un silence de mort. Chaque regard était fixé sur nous. Je sentais mon visage s'empourper, une vague de honte me faisant siffler les oreilles. Je regardais désespérément vers la famille de mon mari, implorant de l'aide, mais je ne reçus que des regards froids et indifférents.
Mon beau-père fixait intensément son assiette, faisant semblant de ne rien voir. Mes belles-sœurs chuchotaient entre elles, des sourires cruels aux lèvres. Et ma belle-mère, Sharon, restait assise là, les bras croisés, me regardant avec le regard triomphant d'un prédateur qui vient de coincer sa proie. Et puis c'est arrivé. Cette gifle vicieuse et accablante. Kevin, l'homme que j'avais aimé et soutenu pendant 7 ans, balança sa main et me frappa au visage devant tous ceux que je connaissais. La douleur physique n'était rien comparée à l'agonie et à la honte publique qui déchirait mon âme en lambeaux. Il se jeta à nouveau sur moi, saisissant une poignée de mes cheveux, prêt à frapper encore. Je fermai les yeux, me recroquevillant en boule pour encaisser le prochain coup. Dans ce moment horrifiant, pas un seul membre de sa famille ne bougea pour l'arrêter. Et puis vinrent les mots empoisonnés de Sharon, le dernier clou dans le cercueil de mon mariage. Donne-lui en un autre, Kevin. Ce soir, même Dieu ne peut pas te sauver. Saisissant l'instant où quelques collègues horrifiés intervinrent enfin pour écarter Kevin, je me relevai précipitamment, non pas pour m'enfuir, mais pour trouver une issue. Je titubai vers les toilettes, prétendant avoir besoin de réajuster ma robe. Plus personne ne faisait attention à moi. Ils étaient trop occupés à entourer Kevin, l'auteur du crime. Je fermai brusquement la porte des toilettes et m'effondrai contre le carrelage frais, mon corps secoué de sanglots silencieux et étouffés. Je regardais mon reflet pathétique dans le miroir. Mes cheveux étaient en désordre. Une joue commençait déjà à enfler et à devenir d'un rouge profond. Le coin de ma bouche saignait, et ma robe coûteuse était tachée et froissée. 7 ans de sacrifice. 7 ans de patience pourquoi? Pour un passage à tabac public et une humiliation totale. C'était assez. C'était plus qu'assez. Tremblant de manière incontrôlable, je sortis mon téléphone de mon sac. L'écran était brisé par une toile d'araignée de fissure due à la chute. Mes doigts tremblaient alors que je faisais défiler un nom que je n'avais pas appelé depuis très longtemps. Un nom dont je m'étais toujours dit que je n'aurais jamais besoin. Mais ce soir, je n'avais pas d'autre choix. Le nom était simplement enregistré sous le nom d'Ethan. L'appel aboutit. Allô. Une voix masculine grave et calme répondit à l'autre bout, une voix qui m'avait toujours, sans exception, fait me sentir en sécurité. Je ne pouvais plus me retenir. Les larmes coulaient librement alors que j'essayais de forcer ma voix en un murmure, terrifié à l'idée que quelqu'un à l'extérieur puisse m'entendre. Ethan, s'il te plaît, sauve-moi. Le drame horrifiant de ma fête de promotion n'était que le début. Qui était ce mystérieux frère nommé Ethan? Que ferait-il pour me sauver? Et que ferais-je pour lutter contre la brutalité de mon mari et la cruauté de toute sa famille? La ligne à l'autre bout resta silencieuse pendant exactement 3 secondes, 3 courtes secondes qui me parurent une éternité. Je pouvais presque imaginer le changement sur le visage d'Ethan, son expression stoïque habituelle se durcissant pour devenir quelque chose de tranchant et de froid comme l'acier. Puis sa voix se fit entendre, dénuée de toute panique, juste une autorité d'un calme glacial. Où es-tu? La Starlight Room à la Pinnacle Tower, lâchai-je avec difficulté, en essayant d'articuler. Va dans les toilettes des femmes, verrouille la porte principale. Je serai là dans 15 minutes. Il parlait par phrases courtes et sèches, puis raccrocha. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Et au milieu du chaos, cet ordre simple était une bouée de sauvetage, apportant un étrange sentiment de sécurité à mon âme tourmentée. En tremblant, je fis ce qu'il m'avait dit. Je me glissai dans la cabine la plus grande et verrouillai la porte fragile. Je me laissai glisser sur le sol froid, serrant mes genoux contre ma poitrine, tout mon corps tremblant encore sous le coup de la douleur et de l'adrénaline. 15 minutes. Je devais juste tenir 15 minutes. À l'extérieur, le vacarme semblait s'être apaisé. La fête était manifestement terminée. J'entendais la voix stridente et autoritaire de ma belle-mère résonner dans le hall. Nettoyez ce gâchis. Qu'est-ce que vous attendez tous là? C'est bien notre chance. Nous venons pour une célébration et nous finissons par un désastre. Où est Kevin? Ramenez-le à la maison maintenant, ivre et faisant une scène. C'est absolument humiliant. Pas un seul mot d'inquiétude pour la belle-fille que son fils venait de brutaliser violemment. À ses yeux, je n'étais que de la malchance, la source des ennuis. Puis j'entendis la voix de Kevin, empâtée par l'alcool. Où est ma femme? Où se cache-t-elle? Je vais lui donner une leçon ce soir. On verra si elle me manque encore de respect. Ses pas lourds se rapprochèrent des toilettes.
Mon cœur martelait mes côtes. Je retins ma respiration, pressant ma main sur ma bouche pour étouffer un sanglot. Grace, sors de là immédiatement. Il frappa du poing contre la porte principale des toilettes. Combien de temps vas-tu rester caché là-dedans? Tu sors ou pas? La porte tremblait à chaque coup. Je me recroquevillai dans le coin, saisi par une peur primaire. J'avais peur qu'il n'enfonce la porte et ne continue son agression. Kevin, rentrons à la maison. La voix impatiente de Sharon s'interposa. Oublie-la. Peut-elle se cacher éternellement? Nous nous occuperons d'elle quand elle rentrera. Tu es en train de faire une scène. Quelqu'un va appeler la sécurité. Peut-être les paroles de sa mère finiraient par l'atteindre. Les coups s'arrêtèrent. J'entendis leurs pas s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Le monde redevint silencieux, ne laissant que le bruit de mes propres sanglots réprimés. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, seulement que lorsque j'ai fini par lever les yeux, mes jambes étaient engourdies. Juste à ce moment-là, le téléphone dans ma main vibra. C'était un message d'Ethan. Hall, viens seul. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le reste de mon courage. Je me regardais dans le miroir, essuyant mes larmes, essayant de lisser mes cheveux emmêlés. Je ne pouvais pas laisser Ethan me voir dans un état aussi pathétique. Je déverrouillai la porte et jetai un coup d'œil à l'extérieur. Le couloir était désert. Je me dépêchai vers l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent sur le hall principal, il ne restait plus que quelques employés qui nettoyaient discrètement, puis je le vis. Ethan se tenait de dos sous le magnifique lustre de cristal. Il n'était pas en costume, portait juste une simple chemise noire et un pantalon sombre. Sa silhouette haute et solide dégageait une aura unique, une autorité tranquille qui forçait instinctivement l'attention. Il n'avait rien à faire. Sa simple présence suffisait à dominer l'espace autour de lui. Il dut entendre mes pas car il se retourna lentement. Son regard parcourut mon visage gonflé, le sang séché au coin de ma bouche, ma robe froissée. Pendant une fraction de seconde, je vis une lueur dans ses yeux, froide et tranchante comme un éclat de verre, avant qu'elle ne disparaisse. Mais quand il parla, sa voix était d'un calme troublant. « Peux-tu marcher ?» Je fis un signe de tête, essayant de garder un pas assuré. Il ne demanda rien d'autre. Il retira simplement sa propre veste de costume et la drapa sur mes épaules, dissimulant mon apparence débraillée avant de se retourner et de montrer le chemin vers la sortie. Nous sortîmes du restaurant pour retrouver l'air frais de la nuit. Une Mercedes noire élégante attendait au bord du trottoir. Un chauffeur en uniforme nous vit et sortit immédiatement pour ouvrir respectueusement la portière passager. J'hésitai un instant avant de monter. La voiture s'éloigna du trottoir et le silence à l'intérieur était pesant. Ethan était assis à côté de moi, regardant droit devant lui, sans dire un mot. Mais je savais que ce silence était plus terrifiant que 1000 paroles de colère. Il réprimait un ouragan. Ethan, commençai-je, voulant dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension. Repose-toi d'abord, me coupa-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Nous parlerons demain quand tu auras les idées claires. La voiture s'arrêta devant un immeuble d'appartements haut de gamme au cœur de la ville, un endroit où je n'étais jamais allé. Ethan me conduisit à un penthouse au dernier étage. L'appartement était immense, décoré dans un style minimaliste à la fois élégant et sobre, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique imprenable sur les lumières scintillantes de la ville. Tu peux rester ici quelques jours. C'est sûr. Personne ne connaît cet endroit, dit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. Il me montra la chambre et la salle de bain. Il y a de la nourriture dans le frigo. Serre-toi. J'ai des affaires à régler. Quelqu'un passera sous peu pour examiner tes blessures. Sur ce, il se tourna pour partir. Ethan, attends, m'écriai-je. Où vas-tu? Il s'arrêta à la porte, sans se retourner, inclinant juste légèrement la tête. Sa voix devint basse, aussi froide que la glace. Te rendre justice. Il n'expliqua pas ce qu'il allait faire, mais je savais avec une certitude glaçante que quelqu'un allait payer un prix très élevé pour cette nuit. Alors que la porte se refermait derrière lui, je remarquai que sur la table basse en verre, il avait laissé un smartphone tout neuf encore dans sa boîte. Mon vieux téléphone, avec son écran brisé, était probablement inutile maintenant. Ses gestes calmes et attentionnés étaient toujours ainsi, mais c'était ce même silence qui me remplissait maintenant d'un profond sentiment d'effroi. Je savais qu'Ethan n'était pas un homme ordinaire. Son aura,
Son sang-froid et sa façon de gérer les choses indiquaient tous un pouvoir important opérant dans l'ombre. Te rendre justice. Venant de lui, ces mots n'étaient pas une simple promesse. C'était un verdict. Allait-il faire quelque chose d'imprudent? Que allait-il arriver à Kevin et à sa famille après ce soir? Soudain, un son provenant du nouveau téléphone qu'Ethan avait laissé me tira de mes pensées tourbillonnantes. Un message texte venait d'arriver d'un numéro inconnu, mais son contenu était plus choquant que l'agression physique que je venais de subir. Tout mon corps devint froid. Le message était court, mais chaque mot martelait mon esprit déjà chaotique. Mademoiselle Anderson, voulez-vous savoir pourquoi votre mari, Kevin Miller, a soudainement eu besoin de tant d'argent qu'il a dû détourner des fonds de votre entreprise? 10 heures demain. Cortado Café. Je vous donnerai la réponse. Détournement de fonds de l'entreprise. Kevin. Comment ces mots pouvaient-ils exister dans la même phrase? Il était le chef des ventes de l'entreprise, un homme qui s'était toujours enorgueilli de son intégrité, du moins professionnellement. Il pouvait être violent. Il pouvait manquer de volonté, mais détourner des fonds? Je ne pouvais pas le croire. Qui avait envoyé ce message? Pourquoi connaissait-il les actions de Kevin? Et pourquoi me contacter à ce moment précis? Était-ce une autre des ruses cruelles de mes beaux-parents? Un stratagème pour me rejeter encore plus la faute? Juste à ce moment, la sonnette retentit. Je sursautai, le cœur dans la gorge. Je me souvins des paroles d'Ethan. Quelqu'un passerait pour examiner mes blessures. Avec prudence, je regardai par le Judas. Une femme d'âge mûr au visage bienveillant, portant une blouse blanche et des lunettes, attendait patiemment. Je relâchai un souffle que je n'avais pas réalisé retenir et ouvris la porte. Mademoiselle Anderson, je suis le docteur Evans. Ethan m'a demandé de passer, dit-elle, d'une voix douce et chaleureuse. Elle examina mes blessures avec des mains douces et professionnelles. Le bleu sur ma joue commençait à gonfler et à noircir, et la coupure sur ma lèvre était petite mais profonde. Ce sont principalement des dommages au tissu mou, heureusement. Rien de cassé, déclara le docteur Evans après son examen. Puis ses yeux s'adoucirent de compassion. Mais je vois des bleus plus anciens et estompés sur vos bras et vos épaules. Il semble que ce ne soit pas la première fois. Ces paroles furent comme une aiguille perçant directement le mur de déni que j'avais si soigneusement construit autour de moi. Je ne dis rien, mais une nouvelle vague de larmes monta dans mes yeux. Elle avait raison. Ce n'était pas la première fois. La première fois, c'était environ 1 an après notre mariage. Kevin était rentré ivré, pour aucune autre raison que le fait que je le lui reprochais, il m'avait poussé au sol. Cette fois-là, il s'était agenouillé et avait pleuré, me suppliant de lui pardonner, rejetant la faute sur le travail, le stress et l'alcool. Je l'avais cru et je lui avais pardonné. Puis il y eut la deuxième fois, la troisième et les fois suivantes. L'excuse était toujours la même. J'étais ivre. Je suis trop stressé. Je ne le pensais pas, et après chaque incident, il était rempli de remords, me comblant d'attention et d'affection. Et moi, comme une imbécile, je continuais à faiblir, à me dire qu'il m'aimait, que ce n'était qu'une perte de contrôle momentanée. Je l'avais caché à tout le monde, surtout à Ethan. J'avais honte, j'étais terrifié à l'idée de l'inquiéter, et je m'accrochais encore au fantasme d'un mariage parfait. Ma chère, dit le docteur Evans avec un soupir en rangeant sa trousse médicale. Le silence est le terreau sur lequel le mal grandit. Plus vous endurez, plus un agresseur montera en puissance. S'il vous plaît, réfléchissez bien à ce que vous devez faire pour vous-même. Ces paroles furent comme un seau d'eau glacée, me forçant à la lucidité. Pendant 7 ans, mon silence avait été sa permission. Mon endurance l'avait transformé d'un homme colérique en un monstre sans retenue. Après le départ du docteur Evans, je restais seul dans le vaste appartement silencieux. La douleur physique s'estompait, mais la douleur de mon âme était plus vive que jamais. Je ramassai le nouveau téléphone. Dans la liste de contacts, un seul numéro était enregistré. Ethan. J'hésitais. Devais-je lui parler du SMS anonyme? Je savais qu'il s'inquiéterait et qu'il ne me laisserait pas partir, mais je devais y aller. Je devais connaître la vérité. Si Kevin avait vraiment fait cela, je devais savoir pourquoi. Le lendemain matin, je pris ma décision. Sans un mot à Ethan, je choisis un tailleur pantalon conservateur, appliquai du maquillage pour couvrir les pires bleus et pris un taxi pour le Cortado Café.
Je choisis une table dans un coin tranquille près de la fenêtre, d'où je pouvais voir tous ceux qui entraient. Mes nerfs étaient à vif. À 10 heures pile, une femme d'une quarantaine d'années, impeccablement vêtue mais avec un air hagard, entra dans le café. Ses yeux balayèrent la salle puis se fixèrent sur les miens. Elle se dirigea directement vers ma table. « Vous êtes Grace Anderson ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Je fis un signe de tête. Elle s'assit sans rien commander, posant un sac à main en cuir coûteux sur la table. Elle en sortit un épais dossier cartonné. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-elle, la voix empreinte d'amertume. Je suis ici parce que je suis une victime, tout comme vous. Je suis Diana Wallace. Mon mari est le PDG de Wallace Développement, le plus grand concurrent de votre entreprise. » J'étais sidéré. L'épouse de notre principal rival. Pourquoi me cherchait-elle? Mon vaurien de mari, cracha-t-elle, les dents serrées, utilise une société écran, une société enregistrée au nom de votre mari, pour blanchir de l'argent. Il a comploté avec Kevin Miller, l'attirant dans le jeu, lui créant des dettes énormes. Ensuite, il a utilisé ces dettes pour forcer Kevin à détourner votre argent et à voler les documents confidentiels de votre entreprise pour les rembourser. Son but ultime est de mettre votre firme en faillite, et votre mari n'est qu'un pion jetable qui portera le chapeau pour tout cela. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de foudre dans mon cerveau. C'était une conspiration horrifiante, un tissu complexe de mensonges et de criminalité. Mon mari, Kevin, n'était pas seulement un agresseur. C'était un parieur, un détourneur de fonds, une marionnette dansant sur les fils de quelqu'un d'autre. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je, la voix tremblante. « Parce que je n'en peux plus, » répondit-elle, les yeux injectés de sang. Il ne m'a pas seulement trahi. Il prévoit de vider toute la fortune de notre famille pour nourrir son addiction. J'ai rassemblé assez de preuves pour le démasquer, mais j'ai besoin de votre coopération. Vous avez la preuve du détournement de fonds de Kevin. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre ces deux salauds en prison. Elle poussa le dossier sur la table vers moi. Ce n'est qu'une fraction de ce que j'ai. Des relevés bancaires, des enregistrements de leurs conversations. Examinez tout cela, puis décidez. Je vous donne 2 jours. Sur ce, elle se leva et partit aussi vite qu'elle était venue, comme craignant d'être vue. Je restai là, seul, mes membres me paraissant lourds et inutiles, fixant le dossier sur la table. La vérité était 1000 fois pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma vie, mon mariage, tout n'était qu'une pièce dans un jeu sale et calculé. Sur le chemin du retour, je reçus un appel d'Ethan. Il n'avait pas l'air content. « Où étais-tu » ? J'étais. Balbutiai-je. « Tu es allé rencontrer cette femme, n'est-ce pas » Sa voix devint froide. « Ne me mens pas, Grace. J'ai quelqu'un qui te surveille depuis ce matin. Je t'ai dit de rester dans l'appartement. As-tu la moindre idée d'à quel point c'était dangereux » Je restai silencieuse. Je savais qu'il ne s'inquiétait que pour moi. « Reviens ici maintenant » ordonna-t-il. « Je t'attends. » Quand j'entrai dans le penthouse, Ethan se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage masqué par une fureur contrôlée et une inquiétude non dissimulée. Je savais que j'avais tort d'agir seul. « Je suis désolé » murmurai-je. « Assieds-toi » me coupa-t-il d'un geste vers le canapé. J'obéis, n'osant pas le regarder dans les yeux. Il s'approcha et posa un récipient de soupe chaude sur la table. « Mange d'abord, puis nous parlerons. » Pendant que je mangeais, il restait silencieux, m'observant. Sa désapprobation tranquille était plus troublante que n'importe quel sermon. Quand j'eus fini, il parla enfin, la voix plus douce mais toujours mortellement sérieuse. « Grace, sais-tu pourquoi je m'inquiète tant pour toi ?» Je secouai la tête. « Parce que tu es ma sœur. Tu es la seule famille qui me reste au monde. » Il me regarda, le regard profond et intense. « Tu te souviens ? Il y a 20 ans, une nuit d'orage, un conducteur ivre a percuté le foyer d'accueil où nous vivions. Cet accident a emporté mes parents. J'étais un garçon de 10 ans et j'ai dû les voir mourir. Je pensais que je me noierais dans ce chagrin, que je serais seul pour toujours. Mais ensuite tu es apparue, une petite fille de 5 ans, si maigre et frêle, mais avec les yeux les plus brillants que j'ai jamais vus. Tu es venue vers moi, tu as pris ma main et tu as dit, ne pleure plus. À partir de maintenant, je serai ta famille. Des larmes coulèrent sur mon visage alors que les souvenirs affluaient, le foyer d'accueil,
les jours difficiles réchauffés par un lien de misère partagé. Ethan, de 5 ans mon aîné, avait toujours été là, mon bouclier, mon protecteur. Il me donnait la meilleure part de nourriture, la couverture la plus chaude. Il m'a appris à lire, m'a appris à être forte. Le jour où une bonne famille t'a adopté, j'étais à la fois heureux et terrifié, continua-t-il. Heureux que tu aies une vie meilleure, mais terrifié à l'idée qu'il n'y ait personne pour te protéger. Je me suis juré ce jour-là que, peu importe ce qu'il en coûterait, je deviendrais si fort, si puissant que personne ne pourrait plus jamais intimider ma sœur. J'ai gravi les échelons du monde à la force du poignet. Grace, j'ai fait des choses que tu ne peux probablement même pas imaginer, tout cela pour cette promesse faite à une petite fille il y a longtemps. Es-tu vraiment dans la mafia, demandai-je en tremblant, me souvenant de la terreur pure qu'il avait inspirée à la famille de Kevin. Ethan laissa échapper un petit sourire triste. La ligne entre un mafieux et un homme d'affaires peut être très mince. Grace, je fais simplement ce que je crois être juste. Je protège les gens que je dois protéger. Je possède une entreprise de sécurité haut de gamme et j'ai d'autres intérêts commerciaux. Assez pour faire entendre ma voix dans cette ville. Il me regarda, son expression s'adoucissant complètement. Il y a 7 ans, quand tu as décidé d'épouser Kevin Miller, j'ai fait faire une enquête sur lui. Je savais qu'il n'était pas un homme bon, que sa famille était manipulatrice, mais tu étais tellement amoureuse, tellement heureuse. Je n'ai pas pu me résoudre à briser ton rêve. J'ai eu tort. Ma plus grande erreur a été mon silence. Je pensais que tant que je veillais sur toi depuis l'ombre, tu serais en sécurité. Je n'aurais jamais imaginé que le vrai monstre dormait juste à côté de toi. Il serra les poings, ses articulations blanchissant. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je n'aurais jamais dû te laisser souffrir ainsi. Grace, pardonne-moi. Je secouai la tête, les larmes brouillant ma vision. Non, tu n'as pas à t'excuser. C'était moi. J'ai été stupide. J'étais aveugle. Ethan, que dois-je faire maintenant? Je suis tellement perdu. Ethan essuya doucement mes larmes, sa main calleuse se révélant étonnamment douce. C'est bon. Je suis là maintenant. À partir de cet instant, plus personne ne pourra jamais te faire de mal. Il jeta un coup d'œil au dossier que Madame Wallace m'avait donné. Nous allons jouer à ce jeu ensemble. Et je te le promets, Grace, pour chaque larme qu'ils t'ont fait verser, je leur ferai rembourser une rivière. Ces paroles n'étaient pas seulement une promesse. Je savais qu'une tempête arrivait, une tempête nommée Ethan, prête à s'abattre sur les vies de Kevin Miller et des hommes qui tiraient ses ficelles. Mais il y avait quelque chose qu'Ethan ne savait pas, au plus profond de cette tempête se cachait un autre secret, un secret lié à son propre passé, un secret que mon nouvel ennemi gardait comme un dernier atout dévastateur. La présence d'Ethan était comme un puissant sédatif, calmant la tempête en moi et me donnant la force de riposter. Pour la première fois depuis cette nuit désastreuse, je ne me sentais plus seul ni effrayé. Avec lui à mes côtés, j'avais un roc sur lequel m'appuyer, quelqu'un qui ne m'abandonnerait jamais. Ensemble, nous avons passé au crible le contenu du dossier de Diana Wallace. Page après page contenait des preuves accablantes d'une conspiration sophistiquée et cruelle. Sous la manipulation de Wallace, Kevin avait créé une société écran prétendument destinée à l'importation d'équipements de construction. Cette société créait ensuite des contrats frauduleux avec des fournisseurs étrangers, ce qui n'était qu'une façade pour faire sortir de l'argent du pays. Cet argent était un mélange de fonds que Kevin détournait de mes comptes et de prêts contractés auprès d'usuriers impitoyables. Une fois blanchi, l'argent propre retournait sur les comptes personnels de Wallace pour financer ses vastes habitudes de jeu international. Dans ce stratagème élaboré, Kevin n'était rien de plus qu'un pion pathétique et jetable, exploité jusqu'à ses limites sans jamais comprendre la véritable ampleur du jeu. Ce gamin est un imbécile, murmura Ethan, son expression mêlant colère et pitié. Il pensait faire de grands coups, faire ses preuves auprès de sa femme, mais tout ce qu'il faisait, c'était creuser sa propre tombe. Il ne mérite pas de pitié, dis-je, la voix froide comme l'acier. La stupidité n'est pas une excuse pour la criminalité. Il a volé mon argent. Il m'a brutalisé, et il doit payer le prix de ce qu'il a fait. Ethan me regarda, une lueur de surprise dans les yeux qui se transforma rapidement en satisfaction. C'est bien ma sœur. Alors, quelle est ta prochaine étape? Je peux envoyer mes gars s'occuper d'eux. Une nuit, et le problème est réglé. Je secouai la tête fermement. Non, je ne veux pas de violence.
Je veux qu'ils soient totalement et publiquement détruits par la loi. Je veux qu'ils sentent ce que c'est que de tout perdre, tout comme ils avaient prévu de me le faire. Je le regardai droit dans les yeux, la voix empreinte d'une nouvelle détermination. Je vais demander le divorce. Je vais porter plainte. Et je vais récupérer chaque centime qui m'appartient, jusqu'au dernier. Ethan hocha la tête, un rare sourire ornant ses lèvres. Bien. Si c'est ta décision, je te soutiendrai jusqu'au bout. Dans cette partie d'échecs, c'est toi qui diras échec et mat, mais nous étions tellement concentrés sur notre prochain coup que nous n'avons jamais vu venir la contre-attaque de l'ennemi. Après la fête désastreuse, la famille Miller était restée totalement silencieuse. Kevin n'appelait pas, n'envoyait pas de SMS. Je supposais qu'il se faisait discret, terrifié après la brève et intimidante apparition d'Ethan. J'étais naïve. Leur silence n'était que le calme avant une tempête bien plus vicieuse. 2 jours plus tard, alors que je travaillais à l'abri dans le penthouse d'Ethan, un déluge de notifications explosa sur mon nouveau téléphone. Mon nom, Grace Anderson, était soudainement devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Une vague d'articles au titre sensationnaliste et calomnieux apparut, la liaison torride d'une vice-présidente de l'immobilier avec un célèbre homme de main de la mafia, la vérité derrière la fête de promotion, quand une femme irrespectueuse reçoit ce qu'elle mérite, Grace Anderson, portrait d'une femme ambitieuse qui a piétiné sa famille pour un goût de pouvoir. Ces articles étaient accompagnés de photos volées de moi et d'Ethan, Ethan drapant sa veste sur moi alors que nous quittions le restaurant, lui me guidant dans l'immeuble de luxe, nous deux assis ensemble au café. À travers le prisme malveillant de leur récit, chaque geste de soin fraternel était déformé en preuve d'une liaison illicite. Ils avaient embauché de faux témoins, des gens se faisant passer pour des collègues et des voisins pour laisser des commentaires fabriqués et calomnieux, peignant un tableau qui était à l'opposé de la vérité. Dans leur histoire, j'étais une épouse mégère et ingrate qui méprisait son mari, qui utilisait son succès pour rabaisser sa famille. Et Kevin était dépeint comme un mari tragique et patient qui avait fini par craquer sous la pression. L'assaut médiatique fut rapide et brutal. Je lus chaque article vicieux, chaque commentaire haineux, les mains tremblant sous un mélange de rage et de frustration impuissante. Ils n'essayaient pas seulement de ruiner ma réputation. Ils essayaient d'entraîner Ethan dans la boue avec moi. Ils voulaient renverser les rôles, transformant la victime en coupable, utilisant le poids de l'opinion publique pour m'écraser. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était Kevin. Cette fois, sa voix n'avait aucune trace de peur ou de regret. Elle dégoulinait d'un triomphe suffisant et arrogant. Alors, on s'amuse ? Tu es célèbre maintenant, ricana-t-il. Grace, je te l'ai dit, tu ne peux pas gagner contre ma famille. Tu as 2 choix. 1. Tu rentres à la maison, tu te mets à genoux et tu t'excuses auprès de ma mère, et on laisse tomber toute cette histoire de divorce. Ou 2, tu restes là avec ton petit ami mafieux et tu attends que la société te crache dessus, que ton entreprise te licencie et que ta vie soit complètement détruite. Le choix t'appartient. Tu es un monstre méprisable, bouillonnais-je. Monstre ? Comparé à ce que vous avez fait à ma famille ? Ce n'est rien. Je vous donne un jour pour y réfléchir. Ne me forcez pas à recourir à des mesures plus drastiques, dit-il, puis il raccrocha avant que je ne puisse répondre. Je jetai le téléphone sur le canapé, un sentiment d'impuissance totalement envahissant. J'avais gravement sous-estimé leur capacité de crasse. Ils n'étaient pas seulement abusifs et cupides, ils étaient diaboliquement habiles dans leur cruauté, prêts à utiliser les tactiques les plus viles pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ethan, qui s'était tenu silencieusement à proximité, ramassa le téléphone et parcourut les articles. Son visage était un masque de tranquillité figée, mais je savais que sous la surface, un tsunami de rage se préparait. Ils viennent de franchir la ligne finale, dit-il d'une voix basse et dangereuse. J'allais te laisser gérer ça. Laisser la loi suivre son cours. Mais il semble que certains types d'ordures ne puissent pas être nettoyés avec des méthodes conventionnelles. Il sortit son propre téléphone et composa un numéro. Léo, j'ai besoin que tu trouves chaque compte qui a posté ou commenté les histoires sur Grace. Trace les IP, découvre qui est derrière. Tu as 30 minutes. Il donna l'ordre avec un air d'autorité absolue. Oh, et encore une chose. Prépare la voiture. Nous avons des affaires ce soir. Il mit fin à l'appel et se tourna vers moi, posant une main sur mon épaule, son regard étant à la fois doux et inflexible. Ne t'inquiète pas, et arrête de lire ces détritus. Laisse-moi tout gérer. Ce soir,
je t'emmène voir une pièce très spéciale. Elle s'appelle Le regret d'un pêcheur. Je n'avais aucune idée de ce qu'il prévoyait, mais en regardant dans ses yeux, je savais une chose avec certitude, ce soir, Kevin Miller et toute sa famille ne dormiraient pas paisiblement. Et peut-être commençais-je à réaliser que pour combattre le véritable mal, la bonté seule ne suffit parfois pas. Mais ce qui m'effrayait le plus était cette question lancinante, la famille Miller était-elle le seul ennemi auquel je faisais face? Ce premier SMS anonyme, l'apparition parfaitement chronométrée de Diana Wallace, tout cela n'était-il qu'une coïncidence? Le nom Golden Gate Holdings hanta mes pensées pendant des jours. 200 000 $, un chiffre qui était tout sauf petit, transféré secrètement mois après mois pendant 3 années consécutives. Cela ne pouvait pas être une dépense régulière. S'il s'agissait d'un investissement, pourquoi Kevin ne l'avait-il jamais mentionné? S'il remboursait une dette, à qui devait-il une somme d'argent aussi massive, et pourquoi? Une tempête de questions tourbillonnait dans mon esprit, ne me laissant aucun repos. Je décidai de faire quelques recherches moi-même avant d'en parler à Ethan. Je ne voulais pas ajouter à ses soucis, et au fond de moi, un sentiment vague et troublant me rendait réticente à lui faire part de l'existence de cette entreprise, du moins pas avant d'avoir plus d'informations. Je tapais Golden Gate Holdings dans un moteur de recherche. Les résultats étaient rares. C'était une petite société immobilière avec son bureau principal dans un immeuble de bureau de classe B quelconque dans une autre partie de la ville. Le site web de l'entreprise était amateur, avec seulement des informations génériques sur des projets de développement de terrains de banlieue. Rien ne se démarquait. Le représentant légal était un nom dont je n'avais jamais entendu parler, un certain monsieur David Chen, sans lien apparent avec Kevin ou quiconque que je connaissais. C'était comme une impasse. J'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable quand une pensée glaçante me frappa. Ethan avait dit qu'il possédait une entreprise de sécurité et quelques autres intérêts commerciaux. Serait-ce possible? J'écartai immédiatement cette pensée. Non, Ethan ne me tromperait jamais. Il était la seule famille qui me restait. C'est alors que mademoiselle Crane, mon avocate, appela, sa voix bourdonnant d'excitation. Grace, j'ai d'excellentes nouvelles. Le tribunal a officiellement signifié l'assignation à Kevin et sa famille. La première séance de médiation est prévue pour la semaine prochaine. Avec les preuves que nous avons, je suis confiante qu'ils n'oseront pas compliquer les choses. Merci, mademoiselle Crane. C'est merveilleux, dis-je, bien que mon esprit soit encore lourd de pensées concernant la mystérieuse entreprise. Oh, et à propos de cette société holding, continua-t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. J'ai demandé à un contact de faire des recherches, et il y a un détail très intéressant. Golden Gate Holdings a été constitué il y a exactement 3 ans, juste au moment où M. Wallace a commencé son stratagème. Et son adresse commerciale enregistrée? C'est la même adresse que l'un des anciens bureaux satellites de l'entreprise de sécurité de ton frère. Une plaque de glace enveloppa mon cœur. Une coïncidence? Il était impossible que ce soit une telle coïncidence. L'entreprise de sécurité d'Ethan. Mon cœur commença à battre de manière erratique. Une théorie sauvage mais terriblement logique commença à se former dans mon esprit. Serait-ce possible? Ethan savait-il tout depuis le début? Tirait-il secrètement les ficelles dans l'ombre, utilisant à la fois Kevin et moi pour exécuter un grand plan qui lui était propre? Les questions que j'avais tenté de refouler revenaient maintenant avec une force écrasante. Ce premier message anonyme m'avertissant du détournement de fonds, pourquoi était-il arrivé au moment parfait? L'apparition parfaitement synchronisée de Diana Wallace, comment m'avait-elle trouvé et m'avait-elle fait confiance si facilement? Et le démantèlement brutal des Miller par Ethan, comment avait-il découvert tous leurs secrets si rapidement? Tout semblait trop parfait, trop fluide, comme si tout avait été scénarisé. Non, je ne pouvais pas douter d'Ethan. Il m'avait sauvé, protégé. Mais les preuves me fixaient, et elles ne mentaient pas. Ma tête tournait. Je ne savais plus à qui faire confiance. J'étais piégé dans une partie d'échecs où il semblait que chaque joueur avait un agenda secret. Ce soir-là, Ethan rentra à la maison avec un bouquet de lys blancs, mes préférés. Il me trouva assise, hébétée sur le canapé, et demanda avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens toujours pas bien ?» Je levai les yeux vers lui, forçant un sourire. « Je vais bien. Je réfléchis juste à quelques trucs. »« N'y pense pas trop, » dit-il en plaçant les fleurs dans un vase. « C'est presque fini. Lors de l'audience la semaine prochaine, tu as juste besoin de rester forte.
Mademoiselle Crane et moi nous occuperons de tout. Sa voix était aussi chaleureuse et rassurante que d'habitude, mais pour une raison quelconque, je sentais un mur invisible entre nous. Je regardais dans ses yeux, cherchant une réponse, mais son regard profond et sombre était comme un abîme que je ne pouvais pénétrer. Ethan, lançai-je soudainement. Est-ce que tu connais une entreprise appelée Golden Gate Holdings? Ethan se figea pendant une fraction de seconde, sa main planant au-dessus d'un lys, mais il se reprit presque instantanément, se tournant vers moi avec un sourire calme. Golden Gate Holdings? Le nom me dit quelque chose. Une petite société immobilière, je crois. Pourquoi me demandes-tu ça? Il mentait. Je savais qu'il mentait. Cette pause momentanée, si brève soit-elle, ne m'avait pas échappé. Un homme comme Ethan, avec son vaste réseau d'informations, ne pouvait pas n'avoir qu'un vague souvenir d'une entreprise liée à l'une de ses propres propriétés. Oh, pour rien, dis-je rapidement, changeant de sujet. J'ai juste entendu quelqu'un en parler. Les fleurs sont magnifiques. Merci. La conversation s'arrêta là, mais dans mon cœur, un mur de suspicion s'était érigé. Je ne pouvais plus faire entièrement confiance à Ethan. J'avais l'impression d'être poussé dans une position encore plus dangereuse. L'ennemi que je pouvais voir était Kevin et sa famille. Mais qu'en était-il de l'ennemi dans l'ombre? Était-il possible que le frère que j'aimais et en qui j'avais confiance cache un autre visage? Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Je devais agir. Je ne pouvais pas rester assise et attendre que les réponses me tombent dessus. Je devais découvrir la vérité sur Golden Gate Holdings et le véritable rôle d'Ethan dans toute cette affaire. Attendant d'être sûr qu'il dormait profondément, je me glissai dans son bureau personnel. La pièce était simple, un grand bureau en bois, une étagère et un ordinateur portable. Je connaissais son mot de passe, c'était l'anniversaire de la mort de ses parents, un détail qu'il avait laissé échapper un jour. Mon cœur cognait contre mes côtes alors que je tapais les chiffres. L'écran s'alluma et je commençai rapidement à fouiller ses fichiers. La plupart étaient lourdement cryptés, mais un dossier n'était pas verrouillé. Il était intitulé « Projet Phoenix ». La curiosité l'emportant sur ma peur, je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un plan si détaillé qu'il me glaça le sang. Ce n'était pas seulement un plan pour m'aider à divorcer, c'était un schéma pour une conquête d'entreprise complète. Il décrivait chaque étape, de la fuite accidentelle du problème de jeu de Kevin vers Diana Wallace, à l'arrangement coïncident pour qu'elle me rencontre. Il détaillait même l'utilisation de Golden Gate Holdings pour détourner l'argent que Kevin avait volé, un coup brillant pour créer des preuves irréfutables contre lui tout en plaçant simultanément mes actifs volés sous la protection d'Ethan. Le plan ne s'arrêtait pas là. La phase suivante détaillait comment, après que l'entreprise de Wallace se serait inévitablement effondrée, une autre société anonyme l'acquérait pour une fraction de sa valeur. Le propriétaire de cette société était, bien sûr, Ethan. Tout mon corps tremblait. Tout n'était qu'une représentation, une grande pièce de théâtre avec Ethan comme metteur en scène. Il savait tout depuis le début. Il avait même aidé à pousser Kevin plus loin sur le chemin de l'autodestruction. Il avait utilisé ma douleur comme un pion dans son jeu élaboré de vengeance et de guerre d'entreprise. Je m'étais échappé d'une cage dorée pour entrer directement dans un piège bien plus sophistiqué. Le frère que je vénérais était tout aussi calculateur et impitoyable que la famille Miller. Alors que j'allais fermer l'ordinateur portable, un dernier fichier dans le dossier attira mon attention. Il s'appelait le secret final. J'hésitais. Pourrais-je supporter d'apprendre une autre vérité dévastatrice? Mais je devais savoir. Je cliquai pour l'ouvrir. Le fichier contenait une courte vidéo. C'était un enregistrement de caméra de tableau de bord d'un accident horrible par une nuit de pluie. Un gros camion, roulant à une vitesse imprudente, percuta une voiture immobilisée sur le bord de la route. Le conducteur de la voiture fut éjecté du véhicule, atterrissant immobile sur la chaussée mouillée. Je reconnus la scène instantanément. C'était l'accident qui avait coûté la vie aux parents d'Ethan il y a plus de 20 ans. Mais pourquoi avait-il cette vidéo? La caméra pivota ensuite vers le conducteur du camion, qui sortit précipitamment, paniqué. L'image était granuleuse et floue à cause de la pluie, mais je pouvais encore distinguer le visage. Un visage que je ne pourrais jamais oublier. C'était le père de Kevin. Mon monde s'effondra à cet instant. Le père de Kevin, M. Miller, l'homme qui paraissait toujours si respectable et gentil, l'homme que j'avais appelé papa pendant 7 ans,
était le conducteur coupable du délit de fuite qui avait rendu mon frère orphelin. Tout s'imbriquait, formant une image si monstrueuse que je pouvais à peine respirer. Tout le plan complexe d'Ethan, le projet Phoenix, sa vengeance longtemps mûrie contre Wallace et Kevin, tout découlait de ce seul secret sombre vieux de 20 ans. Il n'aidait pas seulement sa sœur, il vengeait ses parents. Et j'étais la clé involontaire de tout son stratagème. Le monde se dissolvait autour de moi. Le père de Kevin, Monsieur Miller, l'homme calme et apparemment doux qui m'avait conduite à l'hôtel, l'homme avec qui j'avais partagé d'innombrables dîners de fête, était le monstre qui avait détruit la vie d'Ethan. La vidéo de la caméra de bord tournait en une boucle horrifiante dans mon esprit, le crissement des pneus, l'impact violent, et le visage paniqué de Monsieur Miller alors qu'il regardait autour de lui, ne voyait personne, puis s'enfuyait à toute allure, laissant 2 personnes mourir dans la pluie froide et impitoyable. C'était un lâche, un tueur. Tout devenait terrifiant de clarté. Le plan directeur d'Ethan, son projet Phoenix, n'était pas seulement une question de cupidité d'entreprise ou d'aide à sa sœur. C'était une vendetta de 20 ans, une quête froide et calculée de vengeance. Et moi, avec mon mariage brisé et mon humiliation publique, j'avais été le parfait catalyseur involontaire pour mettre son plan en mouvement. J'étais une clé utilisée pour déverrouiller une porte qu'il attendait d'enfoncer depuis 2 décennies. Je restais assise là, dans le noir, la lueur de l'écran de l'ordinateur éclairant mon visage, mon corps froid et engourdi. Je ressentais un profond sentiment de trahison, une blessure plus profonde que n'importe quelle blessure infligée par Kevin. Ethan m'avait menti, m'avait manipulé et avait utilisé ma souffrance comme une arme. Il n'était pas différent des autres, tissant une toile de tromperie pour servir ses propres fins. Je retournai furtivement dans ma chambre et restai éveillé jusqu'à l'aube, mon esprit étant un tourbillon de chagrin, de colère et d'une peur glaçante et terrifiante. Je craignais ce dont Ethan était capable. Je craignais l'obscurité qui l'animait depuis toutes ces années. Il n'était pas seulement un grand frère protecteur, il était un vengeur, et sa justice était prête à anéantir toute la famille Miller. Mais alors que le soleil commençait à jeter une lumière grise sur la ville, un éclat de doute perça mon chaos émotionnel. C'était trop propre, trop parfait. Le plan d'Ethan était un chef-d'œuvre de manipulation, mais son fondement reposait sur une seule preuve, cette vidéo granuleuse de caméra de bord. D'où venait-elle après 20 ans? Qui l'avait conservée? Une partie de moi, celle qui avait passé des années à évaluer des contrats de plusieurs millions de dollars et à repérer des incohérences, ne pouvait pas simplement l'accepter. J'avais besoin de connaître toute la vérité, pas seulement la version qu'Ethan m'avait présentée. Je ne pouvais plus être un pion dans le jeu de quiconque. Je devais trouver mes propres réponses. Je commençai par la vidéo elle-même. Je la regardais encore et encore. Cette fois, non pas comme une sœur en deuil, mais comme une analyste. J'agrandis les images, cherchant des détails. Sur le côté du camion, à peine visible à travers la pluie, se trouvait un logo délavé, un carrefour stylisé avec le nom Crossroad Freight. Mon enquête commença là. L'entreprise avait fait faillite il y a plus d'une décennie, mais les dossiers d'entreprise sont difficiles à effacer complètement. J'utilisais mes compétences de recherche professionnelle, fouillant dans les anciens registres commerciaux et les archives publiques. Après des heures d'impasse, je trouvai un nom, Sal Petracelli, le dernier contremaître connu de Crossroad Freight. Le trouver fut un autre défi, mais je fus implacable. Je finis par le retracer dans une petite banlieue tranquille du sud de Chicago. Je le trouvai s'occupant de son petit jardin devant une modeste maison en briques. C'était un vieil homme, son visage étant une carte routière d'une vie longue et dure. Quand je me présentai et lui dis pourquoi j'étais là, son attitude amicale disparut. Un regard méfiant et lassé s'installa dans ses yeux. C'était il y a longtemps, dit-il, la voix rocailleuse. Certaines choses valent mieux rester enterrées. 2 personnes sont mortes cette nuit-là, insistai-je doucement mais fermement. Et l'homme responsable est sur le point de voir sa vie détruite. S'il y a plus à cette histoire, vous devez me le dire, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mes yeux, désespoir, sincérité, mais il soupira lourdement et me fit signe de le suivre à l'intérieur. La maison était remplie d'une odeur de vieux bois et de sauce tomate. Il me conduisit dans une pièce poussiéreuse à l'arrière et sortit une vieille boîte métallique d'un placard. Je savais que ce jour viendrait, marmonna-t-il, les mains tremblant légèrement en l'ouvrant. J'aurais dû aller voir les flics à l'époque, mais j'avais peur. J'avais une famille à nourrir. Il sortit une petite photographie usée. C'est l'homme qui était vraiment derrière tout ça. Je pris la photo. Elle montrait un homme beaucoup plus jeune,
beau et arrogant, appuyé contre une voiture de luxe. Le visage était instantanément reconnaissable, bien que sans les rides de l'âge et du stress. C'était Monsieur Wallace. Wallace, chuchotai-je, complètement ahuri. Ouais, acquiesça Sal à l'époque, il commençait tout juste. Un vrai requin. Lui et l'homme qui possédait cette voiture, le père d'Ethan, étaient d'âpres rivaux dans le secteur de la logistique. Wallace perdait lourdement. L'histoire de Sal jaillit, une confession qu'il avait gardée pendant 20 ans. La nuit de l'accident, il avait vu Wallace rôder autour du dépôt de camions. Il avait trouvé cela étrange mais n'y avait pas trop repensé jusqu'après le crash. Monsieur Miller, expliqua-t-il, était un bon conducteur, un homme décent qui commençait tout juste. On lui avait tendu un piège. Les freins du gamin avaient été coupés, dit Sal, la voix brisée. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Wallace a tout planifié pour ruiner son rival et a ensuite tout mis sur le dos du nouveau, Miller. Miller a paniqué et a fui. C'était un lâche, mais ce n'était pas le tueur. Wallace l'était. Il me remit alors la preuve la plus accablante, un vieux registre d'entretien jauni. À côté de l'entrée pour le camion de M. Miller ce jour-là, il y avait une petite annotation presque invisible que Sal avait faite lui-même, conduite de frein semble trafiquée. Signalé au bureau. W m'a dit d'ignorer. W pour Wallace. Je fixai le carnet d'entretien, puis la photo, mon esprit luttant pour traiter l'énormité de la chose. J'avais chancelé sous une vérité dévastatrice pour être frappé par une autre, encore plus monstrueuse. Toute la mission de vie d'Ethan, sa vengeance méticuleusement élaborée, visait le mauvais homme. Il avait chassé une ombre, un bouc émissaire, alors que le vrai démon se cachait à la vue de tous, se moquant d'eux. Et dans un tour de cruelle ironie, ce même démon était l'homme avec qui Ethan jouait maintenant une partie d'échecs d'entreprise, ignorant totalement qu'il était le monstre qui avait tout commencé. L'architecte de toute notre douleur n'était pas l'homme que nous essayions de détruire, mais l'homme que nous utilisions pour le faire. En quittant la calme maison de banlieue de Sal, Ethan et moi étions enveloppés dans un silence lourd et étouffant. La vérité que nous venions de déterrer était trop choquante, trop monstrueuse. Elle renversait tout ce que nous pensions savoir, chaque action que nous avions entreprise. Ethan conduisait, les jointures blanches sur le volant, les yeux fixés sur la route devant lui. Mais je savais que son esprit était ailleurs, perdu dans le passé, dans un maelstrom de chagrin et une rage renouvelée, chauffée à blanc. L'ennemi qu'il avait traqué pendant la moitié de sa vie n'était pas le lâche Monsieur Miller, mais l'homme même qu'il détruisait systématiquement dans la salle de conseil. L'architecte du meurtre de ses parents était son rival commercial, M. Wallace. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demandai-je doucement, rompant le silence tendu. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il gara la voiture dans un parking désert surplombant le lac Michigan et coupa le moteur. Les derniers rayons du soleil couchant peignaient son visage ciselé de nuances d'orange et de gris, le faisant paraître plus vieux, plus dur. « J'avais tort, dit-il, la voix éraillée. J'ai laissé la haine m'aveugler. J'ai failli détruire la vie d'un innocent. » Il frappa son poing contre le volant. Bien que Dieu sache qu'il n'est pas un saint. Mais Wallace. Dire que c'était lui depuis le début. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis une combinaison terrifiante de douleur et de froide fureur dans ses yeux. Il doit payer. Je ne le laisserai pas vivre un jour de plus en paix. Qu'est-ce que tu prévois, Ethan, demandai-je, un nœud de peur se serrant dans mon estomac. Ton plan pour reprendre son entreprise est déjà en marche. N'est-ce pas suffisant? Prendre son entreprise, m'interrompit-il, la voix dangereusement basse. C'est une tape sur les doigts. Un homme qui commet un meurtre mérite de payer de sa vie. Je m'occuperai de lui à ma façon. Mon sang se glaça. Je savais ce que sa façon signifiait. Cela signifiait la loi de la rue. 100%. Non, Ethan, tu ne peux pas, plaidai-je, lui saisissant le bras. Si tu fais ça, tu ne vaudras pas mieux que lui. Tu deviendras un criminel. Tes parents ne voudraient pas ça pour toi. Nous avons des preuves maintenant. Nous avons un témoin. Laisse la police s'en occuper. Laisse la loi le punir. La loi. Il laissa échapper un rire amer et sans joie. Où était la loi quand mes parents ont été laissés pour morts sur le bord de la route? Où était la loi quand tu étais battu par ton mari et calomnié par sa famille? Grace, tu es trop bonne pour ce monde.
Certains monstres ne peuvent être traités que par la force. Pour la première fois, nous nous disputions vraiment. J'essayais désespérément de le retirer du bord d'un abîme vengeur, mais cela semblait sans espoir. La haine fermentait en lui depuis trop longtemps, et cette nouvelle révélation venait juste de l'attiser en un enfer. C'est alors que le téléphone d'Ethan vibra. C'était Léo, son assistant de confiance. « Patron, nous avons une situation. Wallace vient d'appeler. Il veut vous voir ce soir. De toute urgence. » Il avait l'air paniqué, comme s'il savait que quelque chose se referme sur lui. L'expression d'Ethan se durcit. Où? Un bar privé au centre-ville. La salle VIP du Black Rose, au dernier étage, à 21h. J'y serai, dit Ethan avant de raccrocher, son visage devenant un masque de calcul froid. Le vieux renard sent le piège. Il a dû réaliser que quelqu'un démantèle systématiquement son empire. Tu y vas quand même, demandai-je, la voix remplie d'effroi. Ethan, c'est manifestement un guet-apens. Et alors, répondit-il avec un sourire glaçant. Je suis aussi curieux de voir quel tour il a dans son sac. Il me regarda, son regard s'adoucissant presque imperceptiblement. Rentre chez toi et repose-toi, Grace. Laisse ce soir pour moi. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le laisser marcher vers ce danger seul. Cette nuit-là, je dis à Ethan que je retournais aux Pentouzes, mais au lieu de cela, je pris un taxi et le suivis à distance. Je regardais sa voiture disparaître dans le parking du Black Rose, une boîte de nuit notoire et chaotique. Mon cœur martelait mes côtes. Je ne pouvais pas entrer. Tout ce que je pouvais faire était de me tenir de l'autre côté de la rue, dans l'ombre, les yeux rivés sur les fenêtres du salon VIP au dernier étage, priant pour sa sécurité. Le temps s'écoulait lentement. Chaque minute semblait durer 1 heure. Puis, après ce qui me parut une éternité, je l'entendis faiblement d'abord, puis plus fort le son de cris, de verres brisés, puis un seul coup sec et assourdissant qui déchira la nuit. Un coup de feu. Mon monde s'arrêta. Ethan. Je ne réfléchis pas, je courus simplement, esquivant la circulation, sprintant vers le club. Les gens hurlaient, sortant de l'entrée en une foule paniquée. Je me frayais un chemin à travers la foule, montant les escaliers jusqu'au 2e étage. Le couloir était bloqué par la sécurité du club, mais je pouvais voir au-delà d'eux vers la porte partiellement ouverte de la salle VIP. Je vis des silhouettes se débattre à l'intérieur, puis je vis Ethan. Il tenait son bras, du sang s'écoulant à travers sa chemise sombre. En face de lui, Monsieur Wallace se tenait debout, son visage étant un masque grotesque de rage, un pistolet à la main. « Pour qui diable te prends-tu » hurla Wallace, sa voix craquant de folie. « Toi et cette Grace, vous allez tous les deux mourir ce soir. » Il pointa l'arme directement sur la poitrine d'Ethan. Je criai, un son brut et terrifié arraché de ma gorge. Un autre coup de feu retentit, mais ce ne fut pas Ethan qui tomba. Dans un mouvement flou, Léo, l'assistant d'Ethan, fit irruption dans la pièce par une porte latérale, fracassant une chaise lourde sur la tête de Wallace. Wallace s'effondra au sol, inconscient. Instantanément, des policiers en civil affluèrent de toutes les directions, sécurisant la scène. Il s'avéra qu'Ethan avait anticipé le danger depuis le début. Il avait alerté la police, transformant l'embuscade de Wallace en une opération d'infiltration élaborée. La bagarre et les coups de feu faisaient partie de son plan pour piéger Wallace dans un acte indéniable de tentative de meurtre. Je me précipitai à ses côtés. « Ethan, tu vas bien ?»« Je vais bien, » dit-il entre ses dents, le visage pâle mais les yeux clairs. « C'est juste une éraflure. » Il regarda Wallace être menotté et emmené. Puis il me regarda. « Désolé de t'avoir fait inquiéter. » Le monstre était enfin capturé. Mais à ce moment-là, alors que l'adrénaline retombait, je ressentis un vide étrange. L'arrestation de Wallace avait révélé un crime terrible, mais cela signifiait aussi que nous étions devenus des figures centrales d'une enquête pour meurtre remontant à 20 ans. Alors que la police emmenait Wallace, il se tourna, ses yeux se fixant sur moi avec une haine pure. Il cracha par terre. « Vous croyez avoir gagné » grogna-t-il, un sourire malveillant s'étirant sur son visage. « C'est loin d'être fini. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre avocate ? Allez-y, demandez à ma chère cousine, mademoiselle Crane, pour qui elle travaille vraiment depuis tout ce temps. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air chaotique, une autre bombe lâchée dans les décombres de nos vies. L'inspecteur principal nous regarda,
l'expression grave. Il n'a pas tout à fait tort, mademoiselle Lee. Crane est notre informatrice confidentielle sur Wallace depuis des mois, mais je peux vous assurer que ses motivations n'appartenaient qu'à elle. Les dernières paroles venimeuses de Monsieur Wallace résonnèrent dans les suites de l'affaire, révélant une toile de tromperie plus emmêlée que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Mademoiselle Crane, notre avocate de confiance, la femme vive et compatissante que je pensais être mon défenseur, était la cousine de Wallace. Elle avait joué un double jeu, nous utilisant, Ethan et moi, comme des instruments dans sa propre vendetta familiale couvant depuis longtemps. La révélation était la dernière pièce d'un casse-tête tentaculaire de haine et de trahison s'étendant sur plusieurs générations. Dans les semaines qui suivirent, toute l'histoire sordide de trois familles, les Anderson, les Miller et les Wallace, fut mise à nu par une vaste enquête fédérale. Les aveux de Wallace, combinés aux preuves de Sal, au journal intime de ma grand-mère et au contenu de la clé USB de Diana Wallace, peignirent un tableau complet d'une dynastie bâtie sur les mensonges et le sang. Les patriarches des familles Wallace et Miller n'étaient pas des rivaux, mais des frères. Ils avaient orchestré un stratagème s'étendant sur des décennies, un jeu tordu d'animosité feinte, pour consolider le pouvoir et la richesse en détruisant leurs concurrents et en manipulant leurs propres enfants. Leur querelle était un écran de fumée pour cacher leurs crimes collaboratifs. Le procès fit sensation dans les médias, une épopée sinistre de l'ambition américaine corrompue en pur mal. C'était une histoire d'héritage volé, d'identité échangée et de meurtre déguisé en accident. Le tribunal rendit les sentences les plus dures possibles. Les deux cerveaux, le père de Wallace et le père de Kevin, reçurent des peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir orchestré de multiples meurtres et dirigé une entreprise criminelle. Wallace lui-même, pour son rôle direct dans les meurtres et les crimes financiers, reçut le même sort. Le reste des pions de leur jeu, Kevin, sa mère Sharon, et d'autres reçurent des peines reflétant leur complicité. Les plateaux de la justice, après avoir penché si longtemps, avaient enfin trouvé leur équilibre. Après les verdicts, nos vies commencèrent à se déplacer lentement, prudemment, vers la lumière. La vérité sur son père adoptif avait brisé Ethan. Il s'était retiré en lui-même, s'enfermant loin d'un monde qui s'était révélé être un mensonge. Mais cette fois, il n'était pas seul. Mon cousin Alex, qui était revenu de l'étranger, et moi avons refusé de le laisser sombrer. Nous nous sommes assis avec lui. Nous avons parlé. Nous étions simplement présents, lui rappelant que la famille qu'il avait construite sur une base d'amour était réelle, même si celle de son passé ne l'était pas. La coquille froide et dure du personnage de l'ombre commença à se fissurer et à tomber. Ethan dissolut son entreprise de sécurité, réinvestissant ses actifs considérables dans des entreprises légitimes et une fondation caritative dédiée à l'aide aux enfants placés en famille d'accueil. Il n'était plus un vengeur, il était un bâtisseur. Alex, avec son expertise en technologie, fonda une entreprise de cybersécurité de premier plan, travaillant avec les forces de l'ordre pour prévenir le genre de crimes financiers sophistiqués qui avaient failli nous détruire. Ma première priorité fut ma mère biologique. Nous l'avons ramenée de l'Institut Vincent, cette maison de l'horreur déguisée en hôpital. Des années de traumatisme avaient laissé des traces, et sa mémoire était une mosaïque fracturée. Mais dans la sécurité tranquille d'une nouvelle maison, entourée de l'amour inconditionnel de sa famille, elle commença à guérir. Certains jours, il y avait un éclair de reconnaissance dans ses yeux, un doux sourire qui était un fantôme de la femme qu'elle était autrefois. Et pour moi, ces petits moments étaient tout. Je contactais également la femme qui m'avait élevé, ma mère adoptive. Je comprenais maintenant qu'elle aussi était une victime, une femme solitaire utilisée comme un pion toute sa vie. Je l'amenais vivre avec nous. Les deux mères, celle qui m'avait donné la vie et celle qui m'avait donné une vie, trouvèrent un réconfort étrange et silencieux dans la compagnie l'une de l'autre au crépuscule de leurs années. Mon mariage avec Kevin était terminé, un chapitre douloureux refermé. Étonnamment, après avoir purgé sa peine réduite pour sa coopération, il vint me voir. Il ne demanda pas de seconde chance, il offrit seulement des excuses brutes et honnêtes et demanda une chose, la chance d'être un père pour notre fils. Voyant le remords sincère dans ses yeux, j'acceptai. Notre fils méritait un père, et un père qui avait appris de ses péchés valait mieux que pas de père du tout. Un an plus tard, par une chaude soirée d'été, nous étions tous réunis dans une maison accueillante au bord du lac, moi, mes deux mères, Ethan, Alex, et mon petit garçon, dont les rires résonnaient dans le jardin. Nous n'étions plus des morceaux brisés de familles séparées et en guerre. Nous étions une nouvelle famille, forgée dans le feu et liée par un amour qui s'était révélé plus fort que des générations de haine. Cette nuit-là, alors que je rangeais de vieilles boîtes,
je trouvais une lettre que ma mère adoptive m'avait écrite il y a des années mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de me donner. Dedans, elle confessait un dernier secret. La nuit de l'incendie au foyer d'accueil, la nuit où elle m'avait sauvé, elle avait sauvé un autre enfant aussi, un petit garçon. Craignant pour sa sécurité face aux puissantes familles qu'elle savait à ses trousses, elle l'avait secrètement placé dans un autre foyer d'accueil plus éloigné. Ce garçon, c'était Ethan. Ethan et moi n'étions pas seulement frères et sœurs de foyer. Nous étions cousins, les deux derniers parents par le sang de notre génération, un lien du destin qui nous avait attirés l'un vers l'autre à travers les moments les plus sombres. Je repliai la lettre, un doux sourire sur mon visage, et regardai par la fenêtre. Ethan et Alex apprenaient à mon fils comment faire des ricochets sur l'eau, leur rire se mélangeant au sien. La longue nuit de douleur et de vengeance était enfin terminée. Le passé n'était plus un fantôme qui nous hantait, mais une leçon qui nous avait rendus plus forts. Une nouvelle aube se levait, brillante et pleine de promesses. Et je savais avec une certitude absolue que tant que nous nous aurions les uns les autres, nous pourrions tout affronter. Le plus grand héritage que nos ancêtres nous avaient laissé n'était pas un legs de haine, mais la puissance indestructible de la famille.